Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Hier avait lieu le conseil municipal à Sarreguemines. Différents points ont été abordés et on y reviendra dans cette émission. Mais celui qui nous intéresse tout particulièrement, c'est celui du bilan du CMJ, le conseil municipal des jeunes. Avec nous pour en parler, Denis Pfeiffer, donc vous êtes adjoint au maire de Sarreguemines, bonjour. Et Loïc Godvalès, bonjour à toi. Alors tu es jeune conseiller sortant du CMJ et donc on en parlera plus en détail, donc le bilan et peut-être aussi tes projets futurs. Salut Sandrine. Salut Rani. Alors, est-ce que tu as entendu parler d'une information donc, de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle qui ferait passer l'Alsace et la Moselle sous l'administration allemande? Alors, j'en ai entendu parler, mais il faut faire attention parce que c'est une fake news. Et oui, tout à fait, c'est une fake news et c'est d'ailleurs le thème de notre question du jour. Tout à fait. Et on part en duplex, donc direction Roulin pour rejoindre Marie-Morgane. Salut. Salut Rani. Très tôt ce matin, tu étais chez Taxi Chrono de l'Est, donc TCE, et c'était le grand rush. Oui, alors là, pour l'instant, c'est le calme plat. Tous les transporteurs sont sur les routes pour livrer peut-être vos colis que vous attendez. Mais c'est vrai que ce matin, c'était l'effervescence ici. Une dizaine d'employés de TCE étaient là pour réceptionner les colis qui arrivaient de la plateforme de Metz. Alors, il y en avait beaucoup, plus de 2000. Alors, le grand rush des colis a démarré à la mi-octobre. Il y a ensuite eu les fêtes de fin d'année. Et là, ça continue au mois de janvier avec les soldes. Tu auras plus d'informations tout à l'heure avec le PDG de Cetextra qui gère la société TCE. Et je me suis aussi glissée au milieu des colis ce matin pour en savoir plus sur la préparation avant le départ des transporteurs. Merci beaucoup Marie-Morgane et merci aussi à Laurie Couteau pour le cadrage. On poursuit avec l'actu du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Ça bouge du côté de l'EHPAD du Blauberg. Depuis le 1er janvier, l'association gérant l'établissement a fusionné avec la fondation Vincent de Paul. Une fusion-absorption préparée depuis plus de 2 ans. Les 95 résidents ne seront pas impactés par ce changement et les équipes en place conservent leur poste. Seul changera le nom, l'EHPAD Notre-Dame du Blauberg devient la maison de retraite Notre-Dame du Blauberg. La ville de Sarreguemines va pouvoir réaménager le cœur de Folperswiller. Les négociations ont fini par aboutir avec des propriétaires concernant plusieurs parcelles pour un montant total de 288 000 € net vendeur. Le projet de la municipalité est de réaménager le rond-point et de créer une placette publique, ainsi que d'aménager 7 nouveaux terrains à bâtir. Grossbly et Kleinbly main dans la main pour le dispositif MOSA. Au collège Val-de-Sar, cela se traduit en 6e par 1 heure de maths en allemand et 2 heures d'allemand renforcé par semaine. Et dès la 5e se met en place un échange hebdomadaire avec l'école partenaire de Klein-Bittersdorf. Des sorties et des voyages sont organisés chaque année pour les élèves du dispositif MOSA. La demande est forte, trop forte, avec toujours plus de candidats que de places. Ça y est, les travaux de la zone piétonne de Sarreguemines ont commencé. Ils vont se dérouler en plusieurs étapes pour réduire au maximum le désagrément pour les commerçants et les passants. L'entreprise WETP est chargée de rénover les réseaux de gaz et d'électricité. Le chantier est prévu pour durer 5 mois. Les tranchées seront rebouchées provisoirement fin février pour que la cavalcade puisse circuler sans encombre le 24 février. Du futsal à l'allemande. Götz Indoor, c'est un grand rendez-vous du futsal où tout va très vite. Avec les panneaux qui entourent la surface de jeu, la balle ne sort jamais en touche. La 16e édition, organisée par l'US Götzenbrück-Meisenthal, réunit 130 équipes, seniors, jeunes, garçons et filles. Les rassemblements et tournois se succèdent pendant 1 mois et demi. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Allez, on regarde la météo pour demain et c'est Sandrine qui nous donne les prévisions. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et côté météo, il faut savoir que notre département est placé en alerte jaune pour risque de neige et de verglas aujourd'hui et demain. Alors les chutes de neige vont commencer dès ce soir et seront généralisées demain sur toute la journée. Les températures maximales ne dépasseront pas les -1 à 2 degrés. Et dans son communiqué, la préfecture de la Moselle rappelle ces quelques consignes: limiter ses déplacements nocturnes, adapter sa vitesse à l'état de la chaussée et respecter les distances de sécurité, faciliter le passage des engins de salage des routes et particulièrement lorsque
lorsque vous stationnez votre véhicule, se protéger et protéger les autres en déblayant le trottoir devant votre domicile. Demain, nous serons le mercredi 23 janvier, nous fêtons les Barnards. Le soleil nous accompagnera de 8h13 à 17h13. Et même si la neige n'est attendue que pour ce soir, certains paysages étaient déjà blancs ce matin, comme ici aux abords de la piste cyclable de Neufgrange. Merci à Jean-Claude Haas pour la photo et n'hésitez pas vous aussi à nous envoyer vos paysages enneigés par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou sur notre page Facebook. Cent fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fernap, des portes de garage sécurisées pour vous. On retourne dans les locaux de Taxi Chrono de l'Est à Roulin pour découvrir comment s'organise la gestion des colis avant qu'ils n'arrivent chez vous. Marie-Morgane était au cœur de l'action ce matin. 7h du matin, les transporteurs de TCE, Taxi Chrono de l'Est à Roulin, se mettent au travail. Le mardi, c'est le jour le plus chargé pour eux. Encore plus en période de solde. Tous les colis commandés durant le week-end sont gérés aujourd'hui. Ce matin, 5 navettes remplies de cartons arrivent de la plateforme Chronopost de Metz. Ouais, en 20 minutes, ils soient déchargés. Voilà, il faut que ce soit très rapide pour que l'autre arrive. Mais bon, le souci qu'il y a, c'est que quand ils prennent du temps à Metz, du coup, on perd du temps ici. Les transporteurs classent ensuite les colis par secteur. TCE livre sur le secteur de Sarreguemines, Bitche, Putelange et dans la proche Alsace. Chaque jour, ce sont environ 2000 colis qui partent de Roulin. Il n'y a pas de temps à perdre. Les transporteurs doivent être efficaces dans leur travail. Ils trient les colis par commune et par rue. Avec l'expérience, ils connaissent les routes sur le bout des doigts. Ça leur permet de gagner du temps en rangeant les derniers colis au fond du camion et les premiers à être livrés sont placés à l'avant. Quand le nombre de colis est important, comme ce matin, certains transporteurs vont devoir livrer 22 clients par heure. Il y a certains chauffeurs qui vont avoir, comme les premiers qu'on a là-bas, ils ont une tournée de Sarreguemines, donc ils vont avoir à peu près 50-60 bornes jour. Par contre, s'ils partent dans l'Alsace ou dans le pays de Bitche, ils font à peu près 250 bornes. 2 heures plus tard, tous les colis sont arrivés à Roulin. Les transporteurs ont rempli leur camion. Feuille de route sur le tableau de bord, ils viendront peut-être toquer chez vous aujourd'hui pour vous livrer votre colis. Et c'est encore le rush des colis, même après les fêtes, car c'est les soldes et la tendance est à l'achat en ligne. Plus d'explications avec Dominique Maire, le PDG du groupe C-Extra. Vous êtes encore en plein rush des colis maintenant au mois de janvier avec les soldes, mais ce grand rush, il a déjà démarré mi-octobre. Oui, alors le grand rush a démarré mi-octobre avec la préparation du Black Friday, donc il a continué tout le mois de novembre. Le mois de décembre, nous avons été noyés sous les colis avec Noël. Le mois de janvier, nous continuons avec les soldes et puis on espère qu'au mois de février, au mois de mars, on verra la décrue s'amorcer parce que le personnel commence à être éreinté, fatigué, les conditions de travail sont pas terribles avec le froid et puis voilà. Et donc il y a eu un pic d'activité au mois de novembre, il y a eu plus d'activité en mois de novembre en 2018 que les autres années, c'est ça ? Oui, le mois de novembre a été supérieur de près de 20% par rapport aux autres années. Alors le phénomène, on ne sait pas trop nous l'expliquer, le décortiquer. Est-ce qu'il y a un phénomène gilet jaune ou autre? On ne sait pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait maintenant plusieurs années que la progression est très sensiblement à la hausse. Oui, parce que vous le remarquez directement ici, il y a de plus en plus de monde qui commande des colis en ligne. Oui, de plus en plus de monde. C'est bien de le dire et nous de le remarquer et nos chauffeurs de les livrer. Ça fait maintenant 5 ans qu'on a une progression à 2 chiffres au niveau de la volumétrie. C'est un gros phénomène. Internet est en train d'exploser. Les gens commandent de plus en plus en ligne. On livre même aujourd'hui des produits frais. Donc ça se développe à tous les niveaux. On livre vraiment des produits complètement divers et variés. Voilà. Et donc TCE, Taxi Chrono de l'Est, existe depuis 12 ans maintenant. Donc j'imagine qu'en 12 ans, la progression du nombre de colis est fulgurante. Surtout les 3-4 dernières années,
où là je vous dis la progression elle est à 2 chiffres. Du nouveau à l'EHPAD du Blauberg, depuis le 1er janvier, l'association gérant l'établissement a fusionné avec une fondation alsacienne. Hier, la presse était invitée à une petite cérémonie pour présenter cette fusion-absorption et les raisons qui y ont mené. Un reportage de Thomas Drouin. C'est au tour de Galette des Rois que les salariés de la maison de retraite du Blauberg ont fait connaissance avec la Fondation Vincent de Paul. Car à l'instar de Mosaïque Cristal, l'association Notre-Dame du Blauberg a fusionné avec cette fondation. C'était le 1er janvier 2019. Une fusion-absorption qui est apparue comme nécessaire pour l'ancienne association et que les deux partenaires préparaient depuis plus de 2 ans. Beaucoup d'établissements, beaucoup de petites associations ne souhaitent plus rester seuls précisément compte tenu de la complexité, de la réglementation, de la difficulté qui est quand même plus forte aujourd'hui qu'hier, d'accueil de personnes qui sont de plus en plus lourdes à prendre en charge et donc ils recherchent l'appui de structures plus importantes. Ainsi, les 103 lits de la maison de retraite du Blauberg ont rejoint les 1000 de la Fondation Vincent de Paul, répartis dans 11 établissements situés en Moselle, Meurthe-et-Moselle et Bas-Rhin. Cette fondation, créée par les Sœurs de la Charité de Strasbourg, est par ailleurs active dans le secteur de la santé avec 4 cliniques et de l'enfance avec des maisons d'enfants à caractère social et des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. À Sarreguemines, la fondation s'est engagée à maintenir l'effectif et les équipes en place. L'absorption de la maison de retraite est d'ailleurs facilitée par des valeurs communes aux 2 entités. Les valeurs de solidarité, d'humanisme, de respect, donc voilà, c'est vraiment au niveau de professionnalisme, hein, ça c'est très très important. C'est vrai que nous essayons vraiment au sein de l'établissement, quelles que soient les équipes, hein, de travailler tous les jours dans la qualité des soins, la prise en charge. Donc on essaie d'être vraiment le plus réactif possible par rapport à des problématiques qui sont évoquées au niveau des résidents ou de leurs familles. Voilà. Donc ce sont ces valeurs-là qu'on partage. Cette fusion permettra aussi à la maison de retraite de faire des économies d'échelle sur certains contrats, désormais conclus au niveau de la fondation pour l'ensemble des établissements. Du côté des pensionnaires, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements dans leur vie quotidienne, si ce n'est dans le nom. La Fondation Vincent de Paul a en effet souhaité renommer l'EHPAD Notre-Dame du Blauberg en Maison de retraite Notre-Dame du Blauberg. Aujourd'hui, c'est la journée franco-allemande et à cette occasion, on vous propose de parler du dispositif MOSA, français-allemand. Difficile de deviner la nationalité des élèves qui participent à ce dispositif car ils s'expriment aussi facilement dans les 2 langues. Le collège Val-de-Sarre de Großbiedersdorf est engagé dans ce programme en compagnie de son école partenaire de Klein-Blitersdorf. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Das heißt also, wie heißt das? Eine rechte Winkel. Rechtwinkel. Hallo. Links, rechts, rechts signifie donc 3. Das ist also ein Rechtwinkel. Ist das okay? Ces élèves viennent juste d'intégrer le dispositif MOSA, ils sont en 6e et le partenariat entre le collège de Großbli et son école partenaire de Kleinbli commence à ce niveau d'études-là pour se terminer en classe de 3e. En 6e, les quelques 25 élèves inscrits dans le dispositif MOSA bénéficient d'1 heure de mathématiques en allemand et de 2 heures de renforcement en allemand par semaine. Nous, notre but, c'est de créer un vivier pour soit l'option Abibac aux gens de Pange, ou bien, par exemple, des sections européennes. Et aussi, c'est dans ce vivier-là qu'on retrouve le plus d'élèves qui vont présenter le diplôme A2B1. Dès la classe de 5e, se met en place un échange hebdomadaire avec l'école partenaire de Klein-Blitersdorf. 2 heures par semaine, chaque élève du collège de Großbli concerné échange avec son correspondant allemand. Un système de navette est mis en place, ces rencontres ont lieu alternativement en Allemagne et en France. Après les plus jeunes élèves du collège, voici les plus anciens. Dans cette classe de 3e, la moitié de l'effectif est composé d'élèves inscrits dans le dispositif MOSA. Vu qu'on est à la frontière, c'est assez important de pouvoir parler les 2 langues. Puis même plus tard dans le métier, si on reste dans la région, pouvoir parler les 2 langues, aller en Allemagne et en France. Puis même pour les études, pouvoir les faire en Allemagne et autres, ça peut apporter. Ça m'apporte de passer du temps avec des personnes un peu différentes de nous, qui ne parlent pas tout à fait la même langue que nous. On peut parler l'allemand et en plus
On est hors de la classe, on peut faire diverses activités avec les correspondants allemands et c'est plutôt bien. Il y a peu de temps, on est allé au trampoline park, on a aussi visité les radios allemandes et on a appris beaucoup de choses. Des sorties, mais également des voyages de plusieurs jours sont organisés. Même si les heures que les élèves effectuent dans le cadre du dispositif MOSA se rajoutent à leur emploi du temps classique, la demande est forte pour intégrer ce dispositif. On a toujours plus de candidats que de places. Preuve de l'intérêt de ce dispositif proposé depuis près de 25 ans au collège Val-de-Sarre de Großbiedersdorf. Retour en images sur le conseil municipal qui s'est déroulé hier soir à Sarreguemines. C'est le premier conseil de l'année avec des espérances nouvelles, comme l'a souhaité le maire dans son introduction, avec aussi le début de nouvelles aventures pour les élus sortants du conseil municipal des jeunes. 5 d'entre eux étaient invités hier soir pour dresser le bilan de leur mandat. C'était le premier des 10 points à l'ordre du jour. Reportage de Julia Bitran, Guillaume Dumonteil et Mélissa Keller. Je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Bilan de haut vol pour le CMJ. Sarreguemines a un conseil municipal des jeunes depuis 1994. La mandature 2015-2018 sort du lot. Les conseillers municipaux, seniors cette fois, ont pu constater l'ampleur des réalisations de ces 3 dernières années à travers le bilan dressé par 5 conseillers juniors sortants. On s'est rendu compte que l'équipe qui part est une équipe qui était dynamique. 35 nouveaux conseillers juniors ont été élus dans les établissements scolaires de Sarreguemines. Ils ont pris leurs fonctions samedi dernier. Les nouveaux ont été installés et vont fonctionner avec une barre placée haut. Je pense que les élus du conseil municipal des jeunes peuvent être fiers d'eux. Ils ont bien travaillé, avec constance, car il n'est pas évident pour des enfants de 10 à 11 ans de s'engager sur 3 ans. Ils l'ont fait avec l'enthousiasme et la générosité qui les caractérise. Leurs parents aussi peuvent être fiers d'eux. Pas de quoi se réjouir en revanche du côté de l'Association des maires de France. Réunie en congrès en novembre dernier, elle a adopté une résolution demandant au gouvernement notamment de compenser intégralement et dans la durée la taxe d'habitation, d'ajuster la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique au prorata de sa part dans l'endettement, ou encore la cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l'ensemble des élus locaux. Le conseil municipal a décidé à l'unanimité de soutenir cette résolution. Après le jardin d'hiver du musée de la faïence, cela va être au tour du pavillon de Geiger et du casino des faïenceries d'être numérisé en 3D. Cela se fera dans le cadre de la reconduction du partenariat avec l'INSA pour un montant identique de 6 390 € TTC. La ville va pouvoir réaménager le cœur de Volperswiller. Les négociations ont fini par aboutir avec des propriétaires concernant plusieurs parcelles pour un montant total de 288 000 € net vendeur. Le projet de la municipalité est de réaménager le rond-point et de créer une placette publique, ainsi que d'aménager 7 nouveaux terrains à bâtir. Je dirais la Le centre culturel et sportif de Götzenbrück accueillait un tournoi de futsal la semaine dernière. Le principe, 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent durant 10 minutes maximum. Le terrain est beaucoup plus petit qu'en extérieur et le jeu est ainsi plus rapide. La salle de la commune emprunte le mode à l'allemande qui accélère davantage le jeu. Regardez. Marquer des buts à l'adversaire, c'est le leitmotiv de la 16e édition des rassemblements et tournois futsal Götzendorf. Ça ne change pas par rapport au football classique. Sauf qu'ici, on court, beaucoup. La taille de la surface de jeu y est pour quelque chose. Mais le terrain de Götzenbrück rend la partie encore plus intense. Sa particularité, notamment, c'est cette structure en panneau publicitaire qui entoure la surface de jeu et qui permet un jeu fluide, quasiment sans temps mort, sans sortie en continu et qui est très apprécié des clubs à la fois de Moselle-Est et de Proche-Alsace qui répondent régulièrement à nos invitations au fil des années. Les 8 tournois organisés sur 1 mois et demi font donc le plein. En tout, 130 équipes y participent. Les joueurs viennent du pays de Bitche, du Proche-Alsace et de l'arrondissement de Sarreguemines. Ce week-end, les jeunes se sont affrontés et c'est l'US Sarreguemines qui s'impose en U11. Mais le tournoi de futsal n'est pas qu'une histoire de garçons. Les filles sont aussi de plus en plus présentes. On a la particularité d'avoir lancé depuis 3 ans un tournoi féminin qui rencontre un grand succès, avec plus d'une vingtaine d'équipes à chaque fois, avec des équipes qui viennent de très loin, notamment de Gros-Tanquin, de Wiberswiller ou même maintenant de Wendenheim sur le tournoi U13. L'US Götzenbrück-Meisenthal espère fidéliser encore davantage ses équipes grâce à ces tournois Götzendorf.
Juste après la pub, on va revenir sur un point du conseil municipal d'hier soir, le bilan du CMJ et la passation aux nouveaux jeunes conseillers. On a parlé des fake news avec nos internautes, on ira voir leurs commentaires. À tout de suite. La saison culturelle se poursuit au Pays de Beach. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Beach de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Programme complet et achat des places à l'Office de tourisme à Beach. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Les fake news, ces fausses informations qui circulent délibérément la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Vous en avez certainement déjà vu passer dans votre fil d'actualité. Alors comment les déceler? Eh bien on a posé la question aux Sarregueminois. Avez-vous déjà été victime d'une fake news? Oui, principalement je pense comme beaucoup de jeunes aujourd'hui sur principalement les morts des stars, etc. Souvent il y a des fausses rumeurs qui courent sur comme quoi telle et telle star est morte. Souvent ça arrive sur les grands rappeurs américains, les choses comme ça. Oui, sur Facebook par exemple. Bah oui, sur Instagram ou Facebook, les deux en fait. Avez-vous déjà été victime d'une fake news? Non, pour le moment, non, jamais, non. Ouais, souvent. C'était surtout à l'époque quand je pensais par exemple que le Gorafi c'était un vrai journal d'actualité. Mais non, depuis, ça fait longtemps que je crois que c'est plus le cas. Non, parce que bon, je suis très vigilante et je partage rarement ce genre de choses. Du coup, vous pensez pas en avoir déjà partagé? Non, effectivement, non, je partage pas, j'analyse, j'essaie de comprendre pour savoir si oui ou non c'est une fake news ou non. Hein. Non, jamais. Généralement, je partage pas trop les infos, etc. Je tombe juste dessus comme ça et je cherche un peu si c'est vrai ou pas. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de fake news que vous avez déjà pu voir? Déjà, en ce qui concerne les gilets jaunes. Je sais qu'il y a des choses qui sont effectivement réelles, mais il y a des choses qui sont un peu exagérées, quoi. Une fake news, oui, il y avait des chevaux dans un parc qui s'étaient fait apparemment égorger et mutiler, donc je vais pas en dire plus. Et au final, ça n'est jamais arrivé. C'est des photos qui ont été prises sur Internet, qui dataient d'un article qui datait quand même de plusieurs années. Et du coup, justement, comment vous savez que cette information est vraie ou elle est fausse? Parce que ça passe aux infos, etc. Donc après, on voit que c'est pas vrai et que c'était juste un fake. Et puis après, on s'est fait avoir en fait. Souvent, c'est les personnes qui m'en parlent, qui sont mieux informées que moi sur le sujet. Genre les personnes qui ont lu plus que le titre. Et sinon, c'est ce qu'on peut voir par exemple sur le décodeur, je crois. Et je fais toujours attention à ce que j'entends et je vérifie toujours à 2 fois avant de voir qu'il y a une news, que ce soit vrai ou faux. Je vérifie à 2 fois sur les réseaux sociaux. Je suis très vigilante en ce qui concerne les partages. Donc vraiment, quand je ne me sens pas concernée, je ne partage pas. Sandrine, pour nos internautes, est-ce qu'ils se sont déjà fait avoir? Alors, je ne sais pas, ou alors ils ne nous l'ont pas dit, mais visiblement, ils sont plutôt attentifs et vigilants face aux différentes informations qu'ils trouvent sur Internet. Laurent nous écrit « Pour ma part, je fais souvent attention, mais pour les personnes qui ont du mal avec les nouvelles technologies, ils peuvent facilement se laisser avoir. » Jay nous dit « Moi, je vérifie toujours les sources, et encore plus quand ce sont des infos provenant des Gilets jaunes, parce qu'ils détournent beaucoup de photos. » Et enfin, Thomas va même jusqu'à dire « Pour moi, elle devrait être interdite et punie par la loi. » Alors ils ont tous raison, il faut faire attention à ce que l'on peut trouver sur Internet et toujours essayer de trouver au moins plusieurs sources d'informations. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a en particulier une date à retenir où il faut se méfier vraiment de toutes les informations qu'on peut trouver. C'est le 1er avril parce que non, le PLAT ne sera pas une nouvelle épreuve du bac cette année et non, les éoliennes ne ralentissent pas la rotation de la Terre. Alors enfin, je me tourne vers vous, Denis Pfeiffer, vous êtes adjoint à la jeunesse.
jeunesse. Alors je ne pense pas me tromper en disant que cette notion de prévention vis-à-vis d'Internet, elle est particulièrement importante pour vous. Tout à fait, cette prévention est importante, vous l'avez dit. C'est pour ça que demain, avec le centre socio-culturel de Sarreguemines, avec la Ligue de l'enseignement, la ville de Sarreguemines va signer une charte qui va créer une espèce de rallye citoyen où des équipes de jeunes, effectivement, vont être informées sur les comportements à avoir pour justement ne pas se laisser avoir par ce type d'informations qui circulent sur Internet et les fake news de manière générale. Donc la prévention, très importante. La prévention, c'est important, oui. Alors le public jeune est plus touché que les autres parce que déjà il baigne dans l'Internet, mais ce n'est pas obligatoirement celui-là qui fait le plus circuler ces mauvaises informations. Les adultes aussi peuvent se faire avoir. On le voit parfois dans l'actualité. La dame avant dans l'interview parlait des gilets jaunes. C'est vrai que c'est souvent au moment de grandes informations que circulent parfois les mensonges les plus importants aussi. Et de mon côté, par exemple, je fais toujours effectivement gaffe à d'où vient l'information et j'évite de partager effectivement chaque fois que l'information n'est pas suffisamment bien identifiée, et bien je ne partage pas. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci Sandrine pour ta chronique. On continue quand même sur le thème de la jeunesse. Je m'adresse à toi Loïc en premier. Donc tu as terminé 3 ans de mandat donc au Conseil municipal des jeunes. Comment ça s'est passé ces 3 ans de mandat? C'était quoi comme expérience? C'était quoi tes sentiments par rapport à ça? Donc alors pendant ces 3 ans, je pense déjà dire que c'est passé très très vite. J'aurais bien aimé continuer ce mandat. Franchement, c'était 3 ans qui ont été passionnants. On a appris plein de choses. On a été très bien encadrés. On a pu monter pas mal de projets qui nous ont bien tenus à cœur. On a pu faire des activités aussi à côté pour nous récompenser. Franchement, si c'était à recommencer, je l'aurais refait, oui. Super. Et alors, tu parlais des projets qui vous ont tenu à cœur, donc toi et les autres conseillers. C'était lesquels, par exemple? Lesquels t'ont le plus marqué? Donc déjà, on a été divisé dès le départ en 4 commissions. Donc ces commissions ont été créées avec nos centres d'intérêt. Donc pendant ces 3 ans, on a eu la commission environnement, sécurité, aide à la personne et aide sociale. Donc pour ma part, j'ai fait partie de l'environnement et de l'aide à la personne. Donc premièrement pour l'environnement, un de nos derniers projets a été de créer un parcours à pied pour les touristes. Donc ça a été décliné sous petits livrets qui sont disponibles dans plusieurs points. Donc le parcours est tracé sur plusieurs monuments de la ville. C'est sous forme de petits jeux. Voilà. D'accord. Et en image, on a vu par exemple le nettoyage des berges. Tu parlais de la commission environnement. Voilà. Ça faisait aussi partie de ça. Il y avait aussi le spectacle avec l'UNICEF sur les droits de l'enfant. C'est quelque chose qui était important parce qu'en plus tu étais en partie présentateur aussi. Voilà, donc alors ce spectacle qui s'est déroulé le 13 novembre dernier était effectivement en faveur de l'UNICEF. Donc ça a été un autre spectacle qui était également en faveur de l'UNICEF avait été fait avec les personnes âgées. Donc on avait même gagné un prix des conseils des jeunes et des conseils municipaux jeunes. Donc on avait gagné le prix dans la catégorie intergénérationnelle. Très bien. Et Denis Pfeiffer, je me tourne vers vous maintenant. Tous ces projets, ces 3 ans de mandat, bon, bien sûr, le Conseil municipal des jeunes existe depuis 1994, mais pour ces 3 ans de mandat, c'est quoi votre regard sur ce qu'ils ont pu accomplir ? C'est un regard extrêmement positif. Alors, vous l'avez dit, c'est Robert Pax qui avait créé en 1994 les conseils de jeunes, il l'a bien fait, et ces conseils de jeunes n'ont cessé de s'étoffer au niveau de leur contenu au fur et à mesure des différents mandats. Alors ces jeunes qui viennent de terminer leurs 3 ans de mandat ont été effectivement particulièrement productifs. Lors du conseil municipal, ils nous ont présenté un bilan qui est effectivement copieux, qui est relativement intense, et ce qui prouve que ce qu'on attendait des jeunes, eh bien, ils l'ont fait. On attend des jeunes de la spontanéité, de l'imagination, de l'envie d'aller de l'avant, et en cela, nous avons été effectivement largement contents de ce qui a été fait. Et comment ça se passe finalement? Parce qu'on voit tous les projets qu'ils ont pu faire, les visites qu'ils ont pu faire à droite à gauche. Concrète, tout commence effectivement par la sélection des jeunes, qui n'est pas le fait de la ville de Sarreguemines. Il y a de vraies élections qui sont organisées au niveau des établissements élémentaires et des collèges sarregueminois. De cela sortent 35 jeunes élus. Ces 35 jeunes élus sont installés effectivement et ils sont encadrés par le service jeunesse et vie associative. Je tiens d'ailleurs à remercier Lucille Roth pour le travail qu'elle mène au service des jeunes. Elle est vraiment à leur service. Les projets viennent des jeunes, c'est les jeunes qui imaginent les projets, mais après évidemment il y a le regard adulte qui vient pour fabriquer le projet et faire en sorte que ce qui était une idée au départ devient du possible et du réalisé ensuite.
Et financièrement, parce que comme je le disais, il y a eu énormément de choses. Alors financièrement, j'ai envie de dire, les jeunes, comme les adultes, doivent argumenter de leurs différents projets. Doivent argumenter auprès de qui? De l'adjoint en charge de la jeunesse et de la vie associative, de l'adjoint aux finances, du maire de Sarreguemines. Je prends l'exemple de la patinoire qui a mis en place sous le marché de Sarreguemines, le marché de Noël de Sarreguemines. C'est aux jeunes qu'on le doit. C'est vrai que ce sont des investissements financiers. Mais écoutez, s'ils sont persuasifs, et souvent ils le font, eh bien nous adultes, nous suivons les investissements qu'ils nous proposent. Pareil pour la rénovation du parcours de santé au niveau de la forêt du Bourreuse, qui est une belle réalisation. Le spectacle intergénérationnel, ça a son coût, mais quelque part, ça fait vivre, j'ai envie de dire, toute la relation interculturelle, interâge, et vraiment, c'est quelque chose de positif. Ils ont contribué au mieux vivre ensemble à Sarreguemines. Et ce que je tiens aussi à souligner par rapport à ce conseil municipal des jeunes-là, franchement, ils ont été vraiment d'une grande générosité, puisqu'ils se sont tournés vers les handicapés, ils se sont tournés vers les jeunes en difficulté, ils se sont tournés vers les démunis pour vraiment construire aussi quelque chose et des projets pour eux. Donc oui, les Sarregueminois peuvent être reconnaissants à ce conseil municipal d'avoir fait avancer ces causes-là sous notre ville. Et de ton côté, Loïc, est-ce que tu aurais aimé développer d'autres projets qui, malheureusement, par exemple, tu n'as pas eu le temps ou l'opportunité? C'était quoi ces projets-là? Alors franchement, pour être honnête, la plupart des projets qu'on a voulu faire ont vu le jour. Donc les projets qu'on a voulu créer nous ont pris pas mal de temps. Donc dès le départ, on s'est mis au travail. Et généralement, quand les projets aboutissent, c'est à la fin des 3 ans. Oui, on imagine que ça demande beaucoup de travail, en tout cas, chapeau. Et alors, pour ces 35 nouveaux conseillers, est-ce que donc ils ont pris leurs fonctions ce week-end, voilà, samedi dernier. Est-ce qu'il y a déjà eu des suggestions, des remarques? Écoutez, non, parce que le début, voilà, il faut un peu organiser tout cela. Donc les 35 jeunes conseillers ont découvert en fait ce que c'est un conseil municipal. Ils ont posé beaucoup de questions par rapport à l'organisation, le fonctionnement en commission, Loïc vient d'en parler, sur ce qu'ils vont faire. Donc pour l'instant, on est plutôt dans la phase d'organisation. Comment est-ce que ça va se passer concrètement? Donc on va les rassurer. Et pour les rassurer totalement, on va organiser avec eux le mois de février un séminaire de 3 jours où ils vont pouvoir se rencontrer, où ils vont pouvoir se rencontrer les uns les autres, où ils vont pouvoir constituer les commissions et commencer à réfléchir effectivement à ce qu'ils vont pouvoir faire au service de la ville et des Sarregueminois. Super, très bien. Alors pour finir, Loïc, tu penses continuer à te mobiliser ou pas? Parce que là, c'était 3 ans qui sont terminés. Tu as dit que tu t'aurais aimé le refaire, mais est-ce que tu peux continuer? Alors récemment, on en a parlé avec l'accord du maire. On a proposé de faire pas vraiment on peut dire une suite du conseil municipal des jeunes, mais on sera plus intégré dans ce conseil-là. Donc on pourra toujours monter d'autres projets, mais on ne sera plus aussi mis en avant sur le devant de la scène, on va dire. Si vous permettez, juste par rapport à ce qu'il a dit, je ne vais pas le couper, mais effectivement, ils ont été d'une telle qualité de travail au cours de ce mandat, avec une telle envie qu'on s'est dit on ne peut pas perdre des ressources pareilles. Effectivement, d'une certaine manière, ils vont un peu être tuteurs de cette nouvelle génération de jeunes conseillers municipaux et ils vont pouvoir effectivement à leur côté continuer à bâtir un certain nombre de projets. Ils sont à un âge maintenant de l'adolescence, ils sont maintenant un peu plus mûrs au niveau de leur esprit et ce sera un vrai atout pour le prochain conseil municipal des jeunes. Et fin septembre, tu as une nouvelle fonction en fait aussi. Oui, donc j'ai été nommée conseiller départemental junior. Donc la première séance plénière s'est déroulée le 26 septembre dernier. On nous a présenté les anciens CDJ. On nous a expliqué brièvement le fonctionnement du département. On nous a dit qu'on aurait à élire un futur président ou une présidente qui a été élu et qui est Maëlys Kremer. Et on a été invité à faire un séminaire, on peut dire, d'intégration à Vigie, à la DEPA. Donc on nous a expliqué un peu plus plus dans les détails le fonctionnement du département. Ça nous a aidé, ça nous a appris à on a appris à se connaître. Des informations pratiques et puis prendre un petit peu le temps de voir les autres conseillers. On a surtout appris à se connaître et on a commencé à préparer l'élection qui est aujourd'hui la future présidente. Et les futurs séminaires seront plus des séminaires de travail, on va dire. D'accord, et donc tu seras encore force de proposition pour des projets, ce genre de choses. Super, très bien. Merci beaucoup à vous deux et bonne continuation. Merci. On a hâte de voir les nouveaux projets des 35 nouveaux jeunes conseillers. Je pense qu'on va nous surprendre dans le bon sens du terme. On espère aussi en tout cas. Et les jeunes sont encore un petit peu à l'honneur sur notre chaîne. Sandrine, aujourd'hui, quelle est la passion qui nous intéresse? Alors aujourd'hui, c'est la passion de Julien, qui est une passion peu commune. Alors quand vient la nuit et que le temps le permet, lui ne ferme pas les yeux et non, il les garde plutôt grands ouverts. Regardez.
Salut, moi c'est Lucien. Dès qu'il fait beau la nuit, mon truc à moi c'est de sortir mon télescope et de regarder les étoiles. Je trouve ça vraiment très joli et très intéressant. Et si cette chronique t'a donné envie de nous parler de ta passion, eh bien fais-le. Tu as juste besoin d'un smartphone pour te filmer, de nous envoyer toutes tes vidéos via WhatsApp au 06 81 82 40 33 ou par mail. Merci beaucoup Sandrine, et ça fait toujours plaisir cette chronique de voir que les jeunes se donnent un petit peu de mal pour montrer leur passion. C'est vrai. Merci encore une fois à nos deux invités d'être venus sur ce plateau. Sandrine, à très vite. Et on termine cette émission avec notre supplément, le 6e numéro de notre émission spéciale consacrée aux vœux pour la nouvelle année 2019. Direction la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche, où Julia Bitran reçoit Francis Vogt, président de la communauté de communes du Pays de Bitche, qui souhaite rendre le territoire plus attractif. Bonne fin de programme, belle journée et à demain. Francis Vogt, bonjour et bonne année 2019. Je vais vous laisser, à la suite de cette interview, l'opportunité de présenter vos vœux aux téléspectateurs de Mosaïque Cristal. Mais j'ai d'abord une première question qui concerne l'année qui vient de s'écouler. L'un des gros dossiers à retenir de 2018 concernant la communauté de communes du Pays de Bitche, c'est son engagement dans les démarches environnementales et de transition énergétique. Oui, alors d'abord bonjour et bonne année à vous. Et donc oui, ce dossier de transition énergétique avec la labellisation que la communauté de communes a mis en place a deux objectifs. Tout d'abord, le premier, c'est d'aider les habitants du territoire à pouvoir faire des économies d'énergie. Et donc on a mis en place un service technique où les personnes peuvent venir le consulter et par ce biais-là, donc engager des travaux dans leur maison au niveau pour faire des économies d'énergie et pouvoir toucher des subventions dans ce sens-là. Donc ce qui permet aussi, par rapport à ce service que nous avons mis en place, de les accompagner techniquement dans ce dossier. Et la communauté commune a fait la même démarche en construisant cette chaufferie commune sur notre territoire qui aujourd'hui, c'est un gros projet, un projet de plus d'1 million d'euros qui était dans un objectif tout d'abord de limiter donc, les énergies fossiles et de mettre en place des énergies renouvelables et qui aujourd'hui est cette chaufferie qui chauffe plus de 9 bâtiments publics et le plus important là-dedans c'est aussi de faire des économies au niveau du fonctionnement qui représente à peu près 100 000 euros. On s'est mis dans ce sens-là, on a été dans ces directions-là parce qu'aujourd'hui le but de la collectivité aussi pour les habitants de notre territoire, c'est leur donner la possibilité de faire des économies d'énergie et de ce fait-là des économies au niveau du fonctionnement et nous aussi donc de faire des économies et de pouvoir pour la collectivité l'injecter dans l'investissement et pour les foyers de pouvoir disposer un peu plus d'argent pour se faire plaisir. 2018, ça a aussi été le coup d'envoi d'un chantier de très grande envergure, c'est la restructuration du site verrier de Meisenthal. Oui, alors le site verrier de Meisenthal, c'est un grand dossier, c'est un dossier qui dure depuis longtemps et je pense qu'aujourd'hui ce qui est important c'est sur notre territoire, le tourisme est quelque chose de très important économiquement parce qu'il faut savoir que le tourisme sur notre territoire, il y a des retombées économiques qui représentent à peu près 5 millions d'euros directs et indirects, plus de 24 millions d'euros, c'est énorme. Et aujourd'hui nous avons ce projet de Meisenthal qui est un projet d'envergure, un très beau projet qui est le trait d'union entre deux belles structures qui est Saint-Louis, la cristallerie de Saint-Louis, de l'autre côté la Ligue et au milieu nous avons Meisenthal. Meisenthal, ce site, il est formidable à plusieurs titres. Tout d'abord la culture. Il y a le CADAM avec un programme culturel de très grande qualité et qui va permettre demain, la restructuration va permettre d'avoir encore d'autres programmes et d'avoir une saison culturelle encore plus dense. Comme aujourd'hui, la culture c'est important pour la communauté commune, on est dans cette belle médiathèque, un lieu culturel et je pense que, et pour moi c'était important de redonner une autre dimension à ce site Meisenthal dans la dimension de la culture. Mais aussi le musée qui est à côté où il y a des pièces aujourd'hui
aujourd'hui de très grande qualité, des pièces galées qui sont exposées, des pièces qui ne sont pas exposées parce qu'il n'y a pas la capacité ni la sécurité, ce qui va permettre dans ce projet d'exposer et d'avoir un musée de très grande qualité. Et nous avons le Centre international d'art verrier, le CIAV, qu'on connaît maintenant, qu'on connaît très bien, la boule de Noël de Meisenthal, mais il n'y a pas que la boule de Noël, il y a tout un programme, c'est un savoir-faire, c'est un laboratoire à Meisenthal. Et cette boule de Noël, qui aujourd'hui, cette année, on voit que le projet, c'est un grand projet, et où il y a pour 12 millions d'euros d'investissement, mais ce n'est pas les 12 millions, parce qu'il y a plusieurs partenaires, il y a l'État, la région, l'Europe, des fonds privés qui sont énormes, le département, et ce site de Meisenthal, je pense qu'aujourd'hui, on peut en être fier, parce que c'est une vraie réussite, avec plusieurs titres. Quand on voit la boule de Noël, je me rappelle, il y a 10 ans, quand j'ai inauguré le lancement de la boule de Noël, il y en avait 5000. Cette année, on a fini de plus de 50 000. Ça prouve bien que ça marche et qu'aujourd'hui, on a encore une belle aventure, encore un beau projet devant nous et de belles perspectives. Et c'est ça, et c'est important pour notre territoire, pour le tourisme qui ramène de l'économie et aussi pour la carte de visite du Pays des Beaches. 2018, ça a aussi été la fusion entre TV Cristal et Mosaïque. Alors oui, alors aujourd'hui, je suis heureux de vous l'entendre dire, parce que je pense que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une télé de très grande qualité. Alors les deux télés réunies, parce que c'est le même personnel qui travaille ensemble et qui aujourd'hui il y a plus de moyens pour avoir une télé de très grande qualité. Souvent on me dit que c'est une belle émission, c'est une belle télé, et c'était l'objectif, parce que le téléspectateur il doit découvrir ce qui se passe sur l'ensemble du territoire et pas se limiter sur le territoire que sur le Pays de Beach, c'est sur l'ensemble du territoire, que ce soit au niveau de l'arrondissement, et c'était important pour pouvoir mutualiser, je dis bien mutualiser les choses, où tout le monde s'y retrouve. On n'est pas un qui absorbe l'autre, c'est tout le monde s'y retrouve. Ça a été fait parce qu'au niveau de la gouvernance, tout le monde, que ce soit le Pays des Beaches ou Sarreguemines, est représenté de la même manière, mais ce qui est aujourd'hui important, c'est la qualité de l'émission, c'est la qualité du programme pour les habitants de notre territoire. Et c'est ça qui était le but recherché, et aussi de faire des économies d'échelle, et c'est important, il faut le dire, tout n'est pas basé sur l'économie, mais c'est aussi important de faire des économies d'échelle par rapport à la mutualisation des moyens, et je pense qu'il faut qu'on aille dans cette direction-là sans renier sur la qualité, ce qui a été fait. Alors justement, parlons d'économie et d'économie aujourd'hui. Comment se porte le Pays de Beach ? Alors aujourd'hui, le Pays de Beach, au niveau économique, je pense que le développement économique, c'est important, c'est très important sur le territoire, je pense que c'est le nerf de la guerre. L'économie, c'est le nerf de la guerre. Je l'avais dit tout à l'heure, la partie économique au niveau du tourisme, mais aussi au niveau de l'entreprise. On s'était fixé un objectif au moment de la fusion en 2009, également en 2017, c'est d'essayer de chaque année de ramener une entreprise sur le territoire. Cette année, en 2018, nous avons une nouvelle entreprise qui s'implante sur le territoire. Nous avons mis un programme de bâtiments relais en route, et ce qui nous permet à chaque fois d'avoir une entreprise chaque année. En 2017, nous avons une entreprise. En 2018, une belle entreprise qui est Caritech, une entreprise qui travaille dans le textile, filage et tissage, avec une perspective de 25 emplois. Et c'est notre objectif que chaque année, on arrive à ramener une entreprise sur le territoire. C'est le travail qui a été fait, parce que nous avons mis un service de développement économique qui a été sur le territoire, qui aujourd'hui a cette mission de chercher des entreprises, mais aussi de soutenir les entreprises qui sont aujourd'hui sur le territoire, d'avoir un accompagnement technique par le biais de cette agence de développement économique que nous avons, et aussi l'ensemble des artisans et commerçants sur le territoire. Et là aussi, les personnes qui aujourd'hui ont un dossier, je les encourage vivement de venir au niveau de la communauté des communes, de contacter ce service qui va pouvoir les accompagner dans leur démarche et dire vers quoi il faut se diriger pour avoir des appuis des différents financeurs et des différentes structures. C'est important. Et c'est pour ça que je dis l'économie, il y a deux types d'économie, l'économie industrielle et touristique, et il faut qu'on mise sur les deux parce que c'est important pour notre Pays de Beach. On voit les retombées au niveau du tourisme, mais aussi par rapport, pour garder les gens ici sur notre territoire, l'économie industrielle.
Alors justement, garder les gens ici sur le territoire, le Pays de Bitche perd des habitants. Est-ce que vous pensez pouvoir enrayer ce phénomène ? Je pense que le Pays de Bitche perd des habitants, il n'y a pas que le Pays de Bitche, mais je pense qu'il faut voir à un moment donné, il faut rendre ce territoire encore plus attractif avec des projets qui sont aujourd'hui, que nous sommes en train de mener au niveau du territoire, et des projets comme le tourisme, c'est important parce que ça fait connaître, parce que nous avons une région magnifique, nous avons des atouts formidables, à nous de les mettre en avant pour attirer du monde sur le territoire. Et c'est important, on travaille dans ce domaine-là par rapport à l'emploi, par rapport au tourisme, mais par rapport aussi aux services. Les services à mettre à la disposition des habitants pour faire venir les habitants sur le territoire. Alors, quels sont les principaux projets, là, pour cette année 2019 ? Alors, pour les projets, il y a aussi le projet de la petite enfance. La petite enfance, nous avons pris la compétence de la petite enfance, qui est un projet de service aux personnes, aux familles. Et donc, c'est la gestion de la maison de la petite enfance à Rohrbach, celle de Bitche, et aussi, à un moment donné, donc il y a une étude qui est menée pour avoir ce service sur l'ensemble du territoire. Et je ne vais pas dire qu'on va rajouter un bâtiment supplémentaire, mais avec d'autres possibilités pour avoir un service sur l'ensemble du territoire qui se complète. Donc ça, c'est important par rapport au territoire. Deuxième chose aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est la petite enfance, service à la personne, à la famille, mais aussi le problème de santé. Problème de santé, aujourd'hui nous sommes sur un territoire où il y a un risque de désertification médicale. Et là on a un projet pour 2009, pour moi c'est un projet important et qui doit aboutir en 2019. 2019, pardon. Et donc en 2019 il doit aboutir concernant la santé. La santé ça va de la personne à domicile, le médecin, les maisons de santé, l'EHPAD, jusqu'au service d'urgence. Et là on a un projet d'envergure, c'est la médecine du futur. Nous avons aujourd'hui sur le territoire la chance d'avoir de la fibre. La fibre optique, c'est aujourd'hui, nous avons un territoire qui est fibré à plus de 80%, ce qui est important, et nous avons la possibilité, par ce biais-là, de se lancer dans un projet de médecine, un projet de la médecine du futur. Et ça, c'est un projet que j'ai présenté il n'y a pas plus tard que lundi à l'ARS en disant qu'aujourd'hui, le programme, pour pouvoir être pilote, notre territoire doit être pilote dans ce domaine-là. Et donc l'ARS, à la réunion de lundi, a trouvé ce projet très intéressant pour pouvoir être un territoire pilote dans ce domaine-là, pour pouvoir lancer ce projet-là. Ce qui permet de fonctionner différemment, un partenariat avec les facs de médecine pour ramener des médecins sur le territoire et donc avoir encore un service de santé de qualité. C'est ça qui est important parce qu'aujourd'hui les médecins, alors il n'y a pas que les médecins, mais l'ensemble des professionnels de santé fonctionnent différemment et on va vers d'autres modes de fonctionnement et c'est à nous aujourd'hui d'aller dans cette direction-là. C'est pour ça que moi j'y tiens beaucoup pour 2019, qu'on aille au bout de ce projet-là pour qu'on puisse pallier à la désertification médicale sur notre territoire. C'est important. Quand vous avez plus de services de proximité, ça se complique. Et c'est là qu'on perd aussi des gens parce qu'il n'y a pas les services. Et donc ce projet-là, pour moi, c'est une priorité, projet de santé pour 2019 au niveau de la collectivité. Question politique et plus personnelle, vous êtes président de la communauté de communes du Pays de Bitche, vous êtes aussi le premier adjoint du maire de Bitche. Les élections municipales se profilent déjà à l'horizon, est-ce que vous serez tête de liste à Bitche ? Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut à un moment donné un temps pour tout. Et aujourd'hui, moi, mon objectif, tout d'abord, c'est de travailler au niveau de la ville, de travailler au niveau de la communauté des communes. Et le moment venu, ben voilà, je déciderai ce que je vais faire sur le territoire. Mais pour le moment, c'est d'avancer sur les dossiers. Et je pense que ce qui est important, c'est de faire avancer, que ce soit au niveau de la communauté commune, mais aussi au niveau de la ville. Et nous avons un projet qui est intéressant au niveau de la ville, à savoir le centre-bourg, un projet qui n'est pas abouti, parce qu'on a fait une première présentation
au niveau à Cassin, concernant ce projet centre-ville, et qui est une première approche, mais c'est un projet qui doit être un projet qui doit aller au-delà de l'aménagement de l'espace public. Il faut prendre en considération dans ce projet la partie hébergement, la partie commerce et la partie espace. Et c'est ça qu'une fois tout ça marié ensemble, conjugué, on aura un beau projet que je suis persuadé qui va redynamiser le centre-ville de Bitche. C'est important parce que je pense qu'aménager que l'espace, c'est un projet qui ne va pas ramener grand-chose. Il faut le voir dans sa globalité et c'est un travail qui est en train de se faire. Donc il y a une première approche, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour arriver à un moment donné à ce stade de dire qu'on va redynamiser le centre-ville. Alors pour l'heure, il est temps de vous adresser directement aux téléspectateurs de Mosaïque Cristal pour leur présenter vos vœux en ce début d'année. Voilà, donc j'ai abordé beaucoup de projets là qui au niveau de la communauté des communes, un projet au niveau de la ville. Alors mon souhait, mes vœux pour 2019, c'est qu'aujourd'hui que notre territoire doit devenir plus attractif. Et c'est grâce à ces projets que nous allons devenir plus attractifs et pour l'ensemble de la population. Voilà mon souhait le plus cher et pour en arriver à ça, il est important que nous travaillions tous dans la même direction. Tous dans la même direction, vous, les habitants du territoire, vous êtes les meilleurs ambassadeurs du territoire, c'est vous qui devez croire en notre territoire et ensemble, je suis persuadé qu'on arrivera à faire de ce pays de Bitche, ce beau pays de Bitche, un territoire d'excellence. Et je dis souvent, seul on n'arrive pas, seul on est invisible, mais ensemble, réunis, on est invincible. Et c'est comme ça qu'il faut continuer. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année, bien sûr, 2019, que tous vos projets se réalisent et surtout une bonne santé, parce que sans la santé, tout ce qu'on vient de dire n'a pas beaucoup de sens. Bonne année à tout le monde. Merci Francis Vogt. Merci à vous.